On va passer maintenant à notre prochain sujet. Dans le fond, en comité de réflexion du comité organisateur pour le programme, il avait ressorti qu'on voulait vraiment aborder la question de résilience de vos champs au changement climatique, dont aux précipitations extrêmes. On se rappellera certaines journées où on a eu des 100 mm et plus, même en quelques 24-48 heures. L'an dernier, entre autres. Puis, il est venu à nos oreilles le fait qu'il y avait une agronome au MAPAC de l'Estrie, collègue de Geneviève, si je ne me trompe pas, oui, dans le même bureau. Il y a de la connaissance de concentrée au mètre carré dans ce bureau-là, au MAPAC de l'Estrie. Puis elle commençait à découvrir une nouvelle approche de gestion de l'eau par l'aménagement des sols qui s'appelle l'hydrologie régénérative, que moi, je n'ai jamais entendu parler avant aujourd'hui. Alors, je lui donne la parole pour qu'elle vienne nous en parler, Chloé. Et Chloé, on va aussi donner la biographie de Chloé. Elle est détentrice d'un bac en environnement, puis aussi un autre bac, parce qu'un, c'était pas suffisant. Un deuxième bac en génie des bioressources de l'Université McGill. Elle œuvre depuis plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de l'eau en milieu agricole. Elle a touché à la gestion des bassins versants, du drainage, ouvrage hydro-agricole et à l'aménagement de berges. Puis, comme je le disais, maintenant au MAPAC à l'Estrie, en Estrie, et elle se dédie à l'amélioration de la gestion de l'eau sur les fermes au Québec. À toi la parole. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Il n'y a pas de réverbération, là. Ah oui, il y en a. OK, je vais m'habituer. Tout va bien. Donc, merci Caroline. Juste petite précision, je suis ingénieure agronome, surtout ingénieure. Mais oui. Donc, c'est ça, merci. Bien, je suis contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de d'hydrologie régénérative. Si vous n'avez jamais entendu parler, je pense que vous n'êtes pas les seuls, parce que moi, ça ne fait pas longtemps non plus que j'en ai entendu parler. Donc, soyez indulgents, c'est un concept, une approche conceptuelle qui est assez nouvelle, mais que je vais essayer de démystifier avec vous aujourd'hui un peu, puis voir comment, dans le fond, dans cette approche-là, ça peut aider, dans le fond, à faire face au changement climatique. Donc, quand j'ai parlé pour la première fois au comité organisateur, la question de départ, Caroline l'a dit, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les pluies intenses? Hein, on a vécu plusieurs. L'année 2023, je pense que ça a vraiment frappé l'imaginaire de plusieurs producteurs. Donc, mais c'est un mandat qui m'a fait peur un petit peu. J'ai pris un pas de recul, j'ai dit, tu sais, comment on peut aborder cette question-là? Parce que, ultimement, c'est des événements assez exceptionnels. Donc, cette approche conceptuelle-là, je trouvais que moi, elle a piqué ma curiosité. Ça fait 15 ans que je travaille en gestion de l'eau en milieu agricole, puis je me pose tout le temps la question comment gérer l'eau sur une parcelle, comment mieux répartir les impacts de cette gestion de l'eau-là également. Donc, c'est cette approche-là, je pensais qu'elle était intéressante pour ça. Là, j'ai mon petit clic qui est ici. On va l'essayer. OK. Fait que, plan de la présentation, je vais vous parler un peu de définition, parler des grands principes de l'hydrologie régénérative. Je vais prendre un peu d'eau aussi en même temps. Vous parlez du cycle de l'eau, pour rafraîchir la mémoire, le lien un peu avec les changements climatiques, les impacts qu'on peut s'attendre dans un horizon 2050. Et parce que j'ai eu la commande aussi d'aller dans des détails un peu plus pratiques, dans le sens, à la ferme, ça ressemble à quoi cette bébite-là? On peut rester dans les concepts, mais à la ferme, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme exemple? Donc, l'hydrologie régénérative, c'est un concept émergent, dans le fond, qui part de rencontres qui a eu lieu en France, des groupes d'ingénieurs, d'agronomes, de consultants qui faisaient des rencontres au niveau de l'eau, puis qui ont proposé, dans le cadre de la rencontre à Annecy en 2022, une définition qui permettait de regarder différemment un petit peu la gestion de l'eau. Donc, cette définition qui a été proposée en 2022, elle va comme suit. Donc, l'hydrologie régénérative, c'est la science de la régénération des cycles d'eau douce par l'aménagement du territoire. Donc, si je décortique un peu la définition, on a l'hydrologie, qui est la science, l'étude de tous les cycles de l'eau. Et quand on parle de régénération des cycles de l'eau,
ce qu'on tend à faire, c'est de penser à restaurer, améliorer, maintenir les cycles naturels de l'eau, et ça par l'aménagement du territoire. Quand on parle de territoire, ça peut se faire à différentes échelles, autant à l'échelle d'un grand bassin versant ou à une échelle parcellaire. Si je recule un peu, je fais un petit rappel, quand on parle de cycle de l'eau, on commence dans le fond par l'évaporation, qui va se faire à partir du sol, les milieux humides, les lacs, les océans. L'eau va s'évaporer, monter dans l'atmosphère en vapeur d'eau et va se condenser, retourner sur la Terre sous forme de précipitation, en neige ou en eau. Et à partir de là, l'eau peut prendre deux chemins. Soit elle va ruisseler en surface, retourner vers les cours d'eau, les rivières, les lacs et éventuellement l'océan, ou elle va s'infiltrer et devenir disponible pour les plantes et ultimement rejoindre les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques aussi vont contribuer à la recharge des lacs, des rivières et ultimement se retrouver dans l'océan. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. L'hydrologie régénérative, elle va faire une distinction entre le cycle de l'eau verte et le cycle de l'eau bleue. Dans la littérature, j'ai vu aussi qu'on parle souvent du grand cycle versus le petit cycle. Quand on parle du cycle de l'eau bleue, c'est vraiment l'eau qui transite très, très rapidement dans les cours d'eau, les lacs, les nappes phréatiques et qui se retrouve vers l'océan. Par l'eau verte, ce qu'on entend, c'est toute l'eau qui est stockée, elle, dans le paysage, qui va se retrouver dans le sol, les milieux humides, les petites mares, les flaques et dans la biomasse des plantes. Parce qu'on s'entend que les plantes stockent une grande partie de l'eau qui va être évapotranspirée puis retournée dans l'atmosphère. Donc, en termes de flux d'eau douce, le cycle de l'eau verte est très, très, très important pour les précipitations continentales. Je lisais des différents articles, puis on parle qu'à peu près 60% dans le fond des précipitations sur les continents qui sont le résultat de cette circulation de l'eau verte-là. Donc, l'impact, le rôle des plantes dans ce cycle-là est très, très, très important. Une goutte de pluie qui suit le cycle de l'eau verte peut transiter 5 à 6 fois dans ce cycle-là avant de se retrouver dans le grand cycle de l'eau. Quand on parle d'hydrologie régénérative, c'est vraiment mettre l'accent sur la régénération de ce cycle de l'eau-là. Quand on parle d'un paysage, il y a beaucoup de perturbations qui sont apportées au cycle de l'eau par les activités humaines. Autant en milieu urbain, par le fait que on a pavé des surfaces qui sont... Donc, on transite l'eau plus rapidement vers les cours d'eau. Et on a, dans le milieu agricole aussi, plusieurs modifications qui ont été apportées au paysage. Donc, historiquement, pour faciliter le travail au champ, puis permettre d'améliorer la productivité, puis ultimement les rendements, on a vu des parcelles s'agrandir au détriment, par exemple, de fossés qui étaient là avant. On a enlevé des digues, on a enlevé des haies qui étaient d'arbres. On a linéarisé des cours d'eau. Il y a des zones humides qui ont été drainées. On a enlevé des arbres pour équarrir des champs. Donc, toutes on voit ici là, un exemple que j'ai trouvé de la rivière Quaticook, qui n'est pas très loin de chez nous, où on a une photo 1945 et une autre qui a été prise en 2013. Donc, on voit toutes les zones humides qui sont disparues, les parcelles boisées qui sont disparues, au profit, puis également le cours d'eau qui a été linéarisé, qui a été stabilisé par de l'enrochement, donc il ne va jamais retrouver, dans le fond, son potentiel de reprendre une sinuosité.
On a également vu une intensification des pratiques, donc plus de pratiques de grande culture au détriment, par exemple, des prairies qui étaient beaucoup plus utilisées ou cultivées là, dans les premières années de l'agriculture au Québec. Fait que, toutes ces perturbations-là ont eu des effets bénéfices sur l'agriculture parce qu'ils ont permis d'augmenter les rendements, ont permis de développer l'agriculture au Québec, mais ça a aussi eu des impacts sur le cycle de l'eau. Et aussi la capacité du paysage à répondre aux événements de pluie intense, là, qui est un peu en lien avec les changements climatiques. Donc, on se retrouve à avoir des parcelles qui ressemblent un peu à ça. Je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau pour vous de voir une parcelle qui ressemble à ça au printemps. Là, la neige fond, c'est un champ qui est très, très grand, très linéaire, cultivé dans le sens de la pente, avec de l'eau qui prend vraiment beaucoup d'accélération, qui va venir décrocher du sol puis créer de l'érosion. Donc, quand on voit un champ comme ça, c'est sûr que quand on a des épisodes de pluie intense, on peut s'imaginer que ça peut avoir des impacts assez catastrophiques. Peut-être que ça peut nous amener à dire, bien, comment je pourrais regarder l'écoulement de l'eau sur ma parcelle agricole pour limiter l'impact, limiter la fragilité de mon système, de mon sol, qui est hyper important, et venir protéger ça. Je fais une petite parenthèse ici aussi également pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut anticiper comme changement climatique au niveau des précipitations et des variations de débit des cours d'eau dans un horizon 2050. Vous en avez sûrement entendu parler dans les dernières années des travaux de Ouranos pour le climat continental humide, qui est dans le fond un amalgame là, de toute la région au sud du Québec, toute la région agricole. On peut s'attendre à avoir pour l'hiver et le printemps moins de précipitations sous forme de neige, plus de précipitations totales principalement sous forme de pluie intense, une augmentation des débits des cours d'eau puis une augmentation des inondations. Donc, dans ce contexte-là, où on a moins de neige pour protéger le sol pendant l'hiver. On a des conditions en hiver, par exemple, où le sol est gelé, moins d'infiltration. On peut s'attendre à avoir un risque accru d'érosion des sols pendant la période hivernale. Ce qui est un peu, tu sais, c'est pas des choses qu'on était tellement habitués. Tu sais, quand il neige l'hiver, tu te dis, bon, mon sol est couvert, il est protégé, puis je verrai ce qui se passera au printemps. Mais là, il y a toute une dynamique qui s'installe qu'il faut dire que non, là, tu sais, il faudrait peut-être penser à qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de protéger nos sols pendant l'hiver également. Pour l'été et l'automne, c'est un peu, la réalité est un peu différente. On s'attend à voir, les précipitations totales vont demeurer les mêmes, mais on va avoir beaucoup plus de pluie intense. Donc, si les précipitations restent les mêmes, puis toute la pluie tombe à des événements vraiment, vraiment précis, bien, ça va amener des périodes de sécheresse beaucoup plus intenses, beaucoup plus longues également. Fait que là, on a des situations aussi pendant l'été, l'automne, où on va avoir justement à gérer ces pluies très, très intenses-là. Et faire face à, mettre en place il faut penser à nos champs qui vont devoir répondre à des situations de sécheresse pendant des plus longues périodes également. Fait que ça, c'est un peu ce contexte-là. Dans ce contexte-là, l'hydrologie régénérative propose une réflexion qui amène à voir le paysage différent. Puis comme là, je vous disais tantôt, à une grande échelle, à une échelle d'un territoire comme ça, mais on peut le regarder aussi à l'échelle d'une parcelle, un micro-bassin versant. Puis à voir comment on peut utiliser le relief naturel de la parcelle ou du territoire pour amener une gestion de l'eau qui va atténuer les impacts du ruissellement. Donc, ce qu'on veut, c'est partir d'un schéma où on a historiquement, naturellement accéléré l'évacuation de l'eau, parce qu'on s'entend dans un champ agricole, ce qu'on veut, c'est enlever l'eau le plus rapidement possible pour être capable de rentrer avec la machinerie, faire nos opérations culturales,
puis évacuer rapidement l'eau également pour permettre aux racines de ne pas être impactées par le surplus d'eau. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que peut-être ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt que de l'évacuer rapidement, on voudrait, l'hydrologie régénérative, ce que ça propose comme concept, dans le fond, c'est aménager le paysage de façon à ce que le chemin de l'eau soit le plus sinueux possible, puis qu'il y ait le plus d'occasions possible d'être stocké dans le paysage. Puis quand on dit stocké, là, il y a des microscopiques bassins un peu partout, mais on veut aussi qu'il soit stocké dans le sol et dans les plantes. J'en parlais un peu plus loin en pratique, comment on peut faire ça, mais le concept, c'est de vraiment dire on va venir ralentir l'eau, stocker dans les plantes, dans le paysage, dans le sol, favoriser l'infiltration et, ultimement, favoriser également l'évapotranspiration. Donc, travailler sur densifier la végétation dans nos systèmes, dans nos agroécosystèmes, pour permettre de vraiment donner le plein potentiel aux plantes de retourner l'eau dans le cycle de l'eau verte. Ça fait-tu du sens? Jusqu'à là, ça n'allait pas bien. Personne ne m'a jeté des tomates. Fait que conceptuellement, ça peut ressembler à ça un peu. C'est tiré par les cheveux un peu, mais c'est dans l'objectif de dire... là, je pense que j'ai des questions qui se préparent là, dans ce coin-là, là, ici. Là. Donc, si je reviens un peu, c'est que l'hydrologie régénérative propose de faire en sorte de passer d'un paysage entonnoir, où l'eau s'évacue le plus rapidement possible, à un paysage éponge. Ça emprunte un peu l'idée, là, on voit ça beaucoup dans la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Ça, c'est une image qui vient de ça, là, c'est une ville, là, mais ça pourrait être un champ agricole qui se retrouve là. Donc, on essaie c'est un peu, ça va dans le mouvement de dire, même dans nos paysages agricoles, est-ce qu'on est capable de retenir de l'eau? Toujours une question de compromis aussi. Là. Moi, ce que je propose là, l'idée, c'est pas d'aller au détriment de la production agricole. Il faut que ça fasse du sens pour l'entreprise, il faut que ça fasse du sens avec le système de culture, mais c'est de regarder différemment la parcelle agricole pour dire, si j'ai la chance de retenir de l'eau, si j'ai la chance de travailler sur la capacité d'infiltration de mon sol, est-ce que je peux le faire? Donc, l'hydrologie régénérative, en gros, c'est pas une invention de nouvelles pratiques ou de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques. Ça emprunte des connaissances, des notions scientifiques de plein d'autres approches existantes. Fait que là, j'en nomme quelques-unes, l'agriculture régénérative, la permaculture, l'approche de gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain. Il y a beaucoup de techniques qui peuvent vraiment être rapatriées vers l'agriculture, qui peuvent être adaptées au milieu agricole. Les aménagements d'hydraulique douce, les ouvrages hydro-agricoles, que vous connaissez peut-être un peu pour avoir entendu parler ce terme-là un peu plus. Toutes les méthodes de conservation des sols. Moi, quand je les ai toutes passées, là, ils passent tout le test. Là, ralentir, infiltrer, stocker, évapotranspirer, OK, check. Là. Tout ce qui passe ces grands principes-là peut rentrer dans l'hydrologie régénérative. L'agroforesterie, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est zéro ma spécialité, puis j'ai M. Rivet qui vient juste après moi qui va pouvoir vous en parler beaucoup plus. Puis là, j'ai mis un petit etc. Donc, j'aurais pu même reploguer là l'agroécologie dont on a entendu parler ce matin. Et que là, je serais prête à passer à l'étape un peu plus pratique, vous donner des exemples un peu plus concrets de comment ça peut se jouer sur un territoire agricole. Je vais principalement, dans le fond, vous donner des exemples en lien avec ma pratique, mon expertise, donc aménagement d'hydraulique douce, ouvrage hydro-agricole, fait que vraiment plus des ouvrages pour contrôler le ruissellement. Comme je vous ai dit, toute la partie plus agroforesterie, j'ai fait un choix éditorial là, avec le temps que j'avais aussi, puis les connaissances que j'avais. Fait que je vais commencer quand même par vous faire
faut vous dire que la santé des sols, c'est un des piliers pour l'hydrologie régénérative. Puis pour la plupart des pratiques dont je vous ai mentionné aussi, des approches, le sol peut agir comme une éponge incroyable pour stocker l'eau dans les vides ou les pores que contient le sol. Fait que si on a un sol en santé, on est vraiment capable de venir accumuler beaucoup plus d'eau que dans un sol qui est compacté. J'ai ici une image là, que vous avez peut-être vue, pas vue. C'est un scan de 2 échantillons de sol où on voit en bleu l'espace des vides dans le sol. Ce qui est en bleu, c'est les vides. Ce qui est en gris, c'est le plein. C'est l'espace minéral. Fait que côté à gauche, vous avez un sol qui est en santé, où on retrouve à peu près 50% de l'espace qui est occupé par les vides, donc qui est disponible pour l'eau et l'air. Quand on parle de stockage d'eau, on a vraiment toute cette capacité-là. L'autre 45% est occupé par les particules minérales, argile, limon, sable, et 5% à 10%, comme disait Mme Denoncourt, de matière organique. Dans un sol compacté, dans l'image à droite, ce qu'on voit, c'est que les espaces en bleu, le vide est beaucoup plus concentré en surface. Là, je suspecte qu'il y a eu un petit travail de sol de surface là, pour décompacter, mais on voit qu'il y a une compaction vraiment en profondeur qui est venue vraiment enlever tout l'espace pour les vides. Donc, on se retrouve avec un compactage où on a 75% de minéral, puis seulement une vingtaine de pourcents d'espace pour l'air et l'eau. Donc, si on travaille vraiment à vouloir augmenter la capacité éponge de nos sols, il faut absolument travailler sur l'impact qu'on a sur la compaction. Je suis super contente, Geneviève, que tu sois passée avant moi, parce qu'elle a donné plein d'exemples assez concrets de où il faut mettre notre énergie, où il faut penser un peu à l'impact qu'on peut avoir sur nos sols. Autre petite capsule sur la santé des sols, le rôle des racines des plantes vivantes pour favoriser l'infiltration, favoriser la structure d'un sol, puis permettre d'avoir le plus de capacité de nos sols pour retenir l'eau. Les racines des plantes vont venir favoriser la création de petits et grands espaces, des macros puis des micropores, qui vont permettre... je vais le reculer. Comment je fais pour reculer? Rouge, hein? Ça ne se fait pas, ça, reculer d'une présentation. En tout cas, je le fais pareil. Une chose que je voulais que vous remarquiez sur cette image-là, c'est vraiment la capacité, là, je parlais de stockage, là, mais la capacité d'infiltration puis de recharge des nappes phréatiques. Si on est dans l'image de gauche, on a vraiment comme des pailles. Vous voyez qu'il y a comme une continuité dans les vides qui permettent à l'eau d'infiltrer beaucoup plus en profondeur. Dans mon sol, à droite, j'ai quelques pailles seulement qui permettent d'amener de l'eau plus en profondeur. Fait que là, mon eau, là, elle va toute rester en surface. Puis la seule façon pour elle d'être évacuée, ça va être par ces petits espaces, cette continuité des passes, ces pailles-là vers les nappes phréatiques. Sinon, ça va être juste de l'évaporation. Fait que si on pense à résister à des pluies intenses, j'aimerais beaucoup plus me retrouver dans un sol où j'ai beaucoup d'espace puis vraiment une continuité de mes pores pour permettre une infiltration plus en profondeur. Je continue. Donc, c'est ça, le rôle des plantes puis des racines vivantes pour venir structurer le sol puis venir permettre d'avoir le plus d'espace de pores est très, très important. Autant parce que quand on a différents types de plantes avec différents types de racines, on va avoir une architecture de racines différentes, fait que des racines qui vont, par exemple, coloniser le profil de sol dans son ensemble. Fait que autant, par exemple, des racines plus fasciculées en surface, des racines pivotantes en profondeur. Fait que ça va permettre de créer des espaces pour l'eau.
Les racines vont venir également nourrir tous les micro-organismes du sol qui vont, eux, à leur tour, travailler sur la stabilité des agrégats, la stabilité du sol. Puis quand on a un sol assez stable, on l'a vu avec l'image de M. Marron, le petit vidéo ce matin, bien, un sol stable va permettre de faire en sorte que les pores vont rester là pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Puis quand l'eau va s'infiltrer dans le sol, ben ils vont rester stables, ils ne vont pas toutes se défaire, puis amener les particules fines dans le profil de sol également. Donc, très important à ce niveau-là. Les racines puis les plantes vont également augmenter le potentiel de faire de la matière organique pour nos sols et accroître le potentiel éponge de nos sols. Et dans le cadre du concept d'hydrologie régénérative, toutes les plantes vont permettre d'augmenter l'évapotranspiration puis refaire le cycle de l'eau verte. Donc là, je parlais de plantes, de racines vivantes. La première pratique d'importance, c'est l'utilisation de bandes enherbées dans nos paysages. Fait que bande enherbée, ça peut être une prairie, ça peut être des bandes fleuries, ça peut être différents types de combinaisons de plantes. Mais ce qu'on veut, c'est d'utiliser des bandes de plantes pérennes dans des endroits stratégiques du paysage pour être en mesure de ralentir le ruissellement et capter les particules en suspension qui peuvent descendre par des parties du champ qui sont, par exemple, à nu un peu plus. J'ai mis cette image-là parce que je trouvais intéressant de voir tous les endroits qu'elles peuvent être utilisées, ces bandes enherbées. Ça peut être autant en contour, dans des endroits pour vraiment couper 2 parcelles. Ça peut être dans le cadre d'une section qui est vraiment plus en pente forte qu'on voudrait enherber complètement parce qu'il y a juste trop de risques d'érosion. Ça peut être dans le cadre d'une voie d'eau parce qu'on veut canaliser de l'eau, l'amener de façon vers le bas de la pente, mais de façon non érosive, permettre à l'eau de descendre, mais de manière non érosive. Et ça peut être également en bande riveraine, carrément, pour venir vraiment filtrer tous les nutriments, toutes les matières en suspension qui peuvent descendre des parcelles agricoles. Fait que la bande enherbée, c'est une bonne idée n'importe où. Mettez-en, c'est pas de longuant, on aime ça. Même que le Bulletin des agriculteurs a repris un article là, au mois de janvier 2025 des recherches de l'Université d'État de l'Iowa qui révélait que, dans le fond, l'intégration de petites quantités de prairies à des endroits stratégiques dans des champs de maïs soya, comme des bandes tampons, des contours, un peu ce que je vous ai montré dans l'autre image, permettait vraiment des avantages, autant pour le sol, l'eau, la biodiversité, un autre avantage dont je n'ai pas parlé tantôt, et que les racines de ces prairies-là permettaient vraiment de retenir le sol, puis que c'était, d'après cette étude-là, une des mesures les moins coûteuses pour les producteurs agricoles à mettre en place. Fait que une pratique à ne pas oublier. Autre pratique qui est mise de l'avant par l'hydrologie régénérative, c'est emprunté, dans le fond, à la permaculture. Puis c'est l'approche d'aménagement selon les courbes de terrain ou les courbes de niveau. En anglais, on appelle ça le keyline design. Dans le fond, c'est d'utiliser les courbes de niveau puis d'aménager les parcelles de façon à ce que ça épouse le plus possible ces courbes de niveau-là, puis de faire tout le travail de sol, des semis, la récolte, en suivant ces patterns-là. Ça va faire en sorte que les sillons, les petits billons qui vont être créés par le travail de sol vont venir ralentir naturellement l'eau. Comme on est perpendiculaire au sens de la pente, bien, le ruissellement qui va se faire dans le sens de la pente va venir être freiné. Fait que là, je vous mets, je me suis amusée, là, je suis allée chercher des belles images. Je ne vous dis pas de faire ça, là,
mais c'est de dire, est-ce qu'il y a des endroits dans ma parcelle, dans mes parcelles, dans mon paysage où je pourrais venir changer le sens de mes champs pour venir ralentir l'eau, venir la stopper un peu plus plutôt que d'y aller dans le sens de la pente. Ici, c'est un exemple d'un vignoble en France là, on voit d'une situation initiale où on a des champs très, très, très carrés, perpendiculaires au chemin. Fait qu'on y va de façon très pratique. Là. Autant pour la récolte doit être super le fun à faire dans un champ comme ça, mais en changeant notre façon de faire, bien, on vient conceptuellement imaginer un paysage qui est beaucoup plus en lien avec le ruissellement naturel de l'eau. On a aussi toutes les pratiques de culture en bande. Fait que là, c'est un peu dans le même principe. Les cultures en bande, on va venir faire des bandes alternées de différentes cultures, idéalement une culture pérenne avec une culture annuelle, à contre-pente, fait qu'on peut y aller vraiment intense là, en suivant vraiment les courbes de niveau, comme dans mon image à gauche, ou on peut y aller en culture en bande à contre-pente, mais de façon plus rectiligne, si c'est ça qui fait l'affaire pour l'entreprise. Mais c'est toujours dans l'idée de dire qu'on va venir ralentir le ruissellement, intercepter les sédiments de manière répétée. Fait que plutôt qu'avoir une parcelle de 50 acres, toute la même affaire, bien, peut-être qu'on pourrait avoir, puis on a, mettons, un 50 acres en grande culture, puis un 50 acres en prairie, mais on peut-tu venir mixer les deux pour avoir des bandes de culture alternées comme ça? Je dirais que j'en vois pas beaucoup. Il y a des enjeux là, techniques à mettre en place, là, mais c'est faisable. Ces photos-là proviennent, dans le fond, d'un guide sur les bonnes pratiques en conservation des sols de l'Ontario. Fait que nos voisins, ils ne sont pas si fous que ça. Ça doit être possible de mettre en place. Mais je comprends que, tu sais, moi, je vais dans le conceptuel. Là. On regardera le technique après. Là. Le Keyline Design va une coche de plus loin dans ses prescriptions en disant hey, on peut même faire notre travail de sol en pensant à redistribuer l'eau, le ruissellement sur un paysage. Donc, l'approche prend en compte que l'eau... t'es sérieuse? OK. C'est pas grave, Geoffroy, il m'a dit que j'avais 10 minutes de plus. Il n'est pas là, hein? L'écoulement de l'eau suit les sillons créés par le travail de sol, puis ça, peu importe le travail de sol. Vous allez le remarquer, si vous travaillez à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, l'eau va toujours finalement suivre ce sillon-là. Fait que dans le Keyline Design, ce qui est proposé de faire, c'est d'amener, puis on le voit ici dans mon image, on travaille, les petits pointillés rouges, c'est le sens des travails de sol. On amène l'eau de ruissellement à partir des creux vers les crêtes. Ça aussi, ce n'est pas une pratique qui est si facile à imaginer que ça non plus, mais dans un terrain qui est plus en pente, on peut imaginer que si on fait l'inverse, puis on concentre notre travail de sol vers les creux, bien, c'est sûr qu'on va accentuer l'eau qui va arriver dans ces creux-là. Fait que juste en faisant notre travail de sol, de réfléchir que hey, quand je travaille mon sol, j'ai un impact sur le sens que va prendre l'eau. Si mon champ a 2 % de pente comme ça, puis il y en a 4 % comme ça, mais que je le travaille dans l'autre sens, peut-être que je vais amener de l'eau un peu plus dans ce sens-là. Il faut penser que le sillon créé par notre machinerie a vraiment un impact sur le travail de sol. Des aménagements d'hydraulique douce. Dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un aménagement d'hydraulique douce? C'est toutes des techniques de génie végétal qui sont mises en place pour réduire le ruissellement et l'érosion, puis favoriser l'infiltration. C'est des techniques au Québec qu'on entend surtout pour de la stabilisation de berges. C'est vraiment un terme qui est utilisé en France. Puis j'ai pris quelques exemples là, qui viennent de France, dont les fascines. Fait que des fascines, c'est des espèces de petits barrages en branches qui sont maintenus ensemble par des piquettes.
sont installés perpendiculaires au sens de la pente, fait qu'ils peuvent venir freiner l'eau et permettre d'intercepter les sédiments. Fait que, tu sais, là, c'est une fascine de branches mortes, mais ça peut être utilisé avec des arbustes ou des arbres également. Des nous ou fossés, baissières, bermes filtrantes, voies d'eau, rigoles d'interception, tout ce type d'aménagement-là, en gros, c'est des sortes de fossés profonds, peu profonds, très, très larges, végétalisés, avec des rives en pente douce qui vont venir recueillir l'eau de ruissellement, puis qui peuvent être évacuées. Là, j'ai pris vraiment 2 images dans un guide sur la gestion des eaux pluviales, mais on voit que ce type d'aménagement-là pourrait être, par exemple, utilisé avec des drains agricoles dans le fond, des puits d'infiltration, des tranchées filtrantes, fait en combinaison avec d'autres aménagements pour, dépendant de l'objectif qu'on peut avoir. Là. Fait que, si on les utilise stratégiquement, ces espèces de baissières-là, ces fossés, ces rigoles d'interception, bien, on peut venir, dans ce cas-ci, je l'ai mis dans une parcelle où on voit qu'on a du ruissellement qui est intercepté de manière régulière et l'eau est envoyée de façon perpendiculaire au sens de la pente, étant donné que, dans le sens de la pente, mais avec des pentes beaucoup plus faibles sur le côté. Donc, ça permet d'avoir comme des petites baissières où l'eau va stagner un peu plus longtemps, va permettre de s'infiltrer dans le sol, mais va quand même être évacuée. Donc, on se retrouve à avoir aussi des parcelles qui sont isolées hydrauliquement une de l'autre. Mon maïs dans le milieu, il n'y a pas à gérer l'eau de ruissellement qui vient de la parcelle en amont. Là, je suis en train de vous dire de remettre des fossés dans vos champs. Mais j'ai appelé ça une noue, c'est le plus beau. J'ai un exemple justement en Estrie d'une berme filtrante. Tu vois, berme filtrante, nous, fossé d'interception. Pour moi, c'est tout un peu la même chose parce que c'est l'objectif de l'aménagement finalement. Fait que ce qu'on voit, c'est vous voyez des bandes de différentes couleurs là, qui suivent le contour, qui ne sont pas rectilignes, qui ne sont pas carrés parfaits. Là. Mais entre chaque parcelle, il y a une petite baissière, il y a une berme qui a été utilisée. En bleu, c'est mon sens des écoulements. Puis, on voit qu'ils ont été installés de façon à ce que chaque parcelle ne reçoive pas l'eau en amont. C'est un champ qui était travaillé dans le sens de la pente, en pommes de terre. Le producteur voyait qu'il y avait des gros problèmes d'érosion. C'est quelqu'un qui a fait ça il y a 20-25 ans, fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que sur Google, je le regarde, là, puis je me dis, qu'est-ce qu'il avait fait là? C'est donc bien bizarre. Mais je l'ai appelé il y a 2 semaines, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu faisais là? Puis maintenant, c'est des champs qui sont cultivés en grande culture. Fait que lui, pour que ça fasse beau, il met soya, blé, soya, blé, soya, blé. Fait qu'on a l'impression que c'est de la culture en bande, mais c'est vraiment l'utilisation de ces petites bermes-là qui font en sorte qu'il contrôle son érosion de cette façon-là. Là, Juliane, elle ne me regarde pas, fait que je vais continuer. Deux minutes? Oui, je vais vous présenter ce projet-là. Fait que un autre, tu sais, là, je rentre un peu plus dans les ouvrages hydro-agricoles qui sont plus des ouvrages pas avec du technique de génie végétal, des choses que vous connaissez peut-être un peu plus. Là, on est vraiment dans un rigole d'interception, plus de style même fossé d'interception. C'est un producteur de grande culture bio. Encore là, j'étais dans un sol loam sableux, cultivé dans le sens de la pente, beaucoup d'érosion dans tous les endroits. Dans le fond, vous avez une image ici avec, en brun, c'est des courbes de niveau, et en bleu, c'est le ruissellement de surface. On voit que dès que j'ai les concentrations de lignes bleues à un endroit, c'est souvent là que je retrouvais l'érosion. Puis parce qu'on est en Estrie, j'étais dans une zone de pente très, très forte. Ce qui est en rouge et mauve, c'est des pentes de l'ordre de 8 à 10 %.
Fait que c'est sûr que quand on travaille dans le sens de la pente, on peut s'attendre à avoir de l'érosion. Fait que pour remédier à ça, le producteur, ce qu'il a fait, c'est, dans le fond, des rigoles d'interception. On est venu intercepter le ruissellement à des endroits stratégiques, une en haut comme ça, et je vais vous montrer tantôt à quoi ça ressemblait. Dans le fond, la rigole d'interception, j'ai la vue en coupe sur le côté. Donc, on est venu faire un fossé carrément avec une petite rive-berme du côté amont, et on a mis en place des descente en rocher pour vraiment diriger l'eau qui arrivait d'en amont vers le fossé, mais dans des endroits encore là stratégiques. On a fait une deuxième rigole d'interception avec encore là une berme en amont et des descentes en rocher. Puis on voit à quoi ça peut ressembler. Fait qu'on se dit pourquoi remettre un fossé? Mais quand le producteur, tu sais, c'est un choix que lui a fait, là. Parce qu'il voyait qu'il perdait beaucoup de sol par l'érosion. Chaque année, il devait combler les... C'est cute. J'ai un « s'il vous plaît » conclure. Elle est polie en plus. Donc, je vais aller vite, rapidement, si je peux conclure. J'avais d'autres exemples, mais qui étaient aussi une rigole d'interception. Bon. Je reviens avec mon image de début. Parce que je voulais conclure sur une note positive, que dans le contexte de changement climatique, là, avec des pluies intenses puis des périodes de sécheresse plus fréquentes, il faut arriver à penser comment l'eau circule sur notre territoire, sur nos parcelles agricoles de manière différente. L'hydrologie régénérative, je trouvais que c'était une approche qui était intéressante parce que les 4 verbes d'action, ralentir, infiltrer, stocker, favoriser l'évapotranspiration, s'approcher, dans le fond, de régénérer des cycles naturels de l'eau, ça allait dans le sens aussi de protéger nos ressources, protéger le sol, protéger l'eau que les plantes puis nos cultures ont besoin. Fait que plutôt que d'avoir des champs qui ressemblaient à ça, l'approche de l'hydrologie régénérative nous amène à penser, est-ce qu'on est capable d'avoir des champs qui pourraient ressembler un peu plus à ça? Merci beaucoup de votre écoute. Ah là, j'ai pas de place pour des questions. Ben non. Oui, merci beaucoup, Chloé. On va prendre une question. Puis peut-être, oui, pendant que le cube se rend, peut-être mentionner qu'il y a une ferme, les de Wavrin font des cultures en bande alternée, ceux qui veulent aller voir, ça ressemble à quoi? Non, pas pour l'érosion, mais pour d'autres raisons. Oui. Dans le centre de la pente. Oh, c'est pour favoriser l'érosion. Je te taquine. Jean-François? Oui, quand j'ai pris connaissance, il n'y a pas si longtemps que ça, du cycle de la pluie, 30% de la pluie vient de la mer, puis 70% vient du sol, des terres cultivées, de l'environnement finalement, puis qu'on devrait garder la pluie, au moins 70% de la pluie sur les sols, et non l'envoyer à la rivière, où il devrait partir juste le 30%. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai drainé mes terres, puis drainé, puis enlevé l'eau le plus possible. J'ai dit, j'ai rien compris finalement. Puis là, aujourd'hui, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé du surdrainage. Ça draine encore. Ça coûte très cher, ça sert à juste changer le cycle de l'eau. Hey, c'est bien trop touché que ça comme sujet, j'ai eu peur. Non, mais effectivement, j'ai volontairement exclu le drainage de toute la présentation. Là. Je suis restée en surface. Mais si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Là. Je veux dire, on est tous collectivement responsables d'avoir changé le paysage autant. Là, on est comme plus à l'époque où il faut en faire une prise de conscience, réaliser l'impact qu'on a, puis faire un pas de recul pour dire comment on peut modifier ça. Puis pour le drainage, je te dirais que je suis beaucoup en réflexion par rapport à ça parce que le drainage des terres est hyper important encore. On en a besoin. On a des surplus d'eau. Puis
Mais c'est le trop d'eau au mauvais moment, pas, tu sais, on ne veut pas de l'eau au printemps, on la veut l'été, mais là, on l'a enlevée, comment est-ce qu'on peut en avoir l'été? C'est une question de répartition de cette eau-là. Qu'est-ce qu'on va faire, là? J'aurais pu parler aussi de contrôle de nappe. Il y a des techniques comme ça qui existent, qui ne sont pas beaucoup utilisées, qui sont un peu étudiées. Fait qu'on commence à réfléchir à ça, mais c'est toute une prise de conscience collective, je pense, qui doit se faire tranquillement, là. Parce que j'ai essayé des contrôles de nappe, sauf que dans le temps, mais c'est pas si longtemps que ça, pour avoir une subvention de drainage, il fallait avoir à pente minimum, point, en bas de point 1, on n'avait pas de subvention parce qu'il fallait que ça sorte. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a l'erreur monumentale de fallait que ça sorte. On avait juste à prendre un peu plus de temps, puis ça serait correct. Toutes ces erreurs qui ont été faites dans le drainage de nos terres sont difficiles à renverser pour faire des contrôles de nappe. Oui, effectivement, on est pris avec notre historique. À l'époque, le MAPAC finançait la linéarisation des cours d'eau. Là, on essaye de les laisser prendre leur place. Fait que oui, c'est effectivement, on est pris avec l'histoire. Merci beaucoup, Chloé. Merci. On va la remercier.